Bonjour Nicolas, donc vous êtes le conseiller santé du groupe Vive et à ce titre vous suivez particulièrement son activité d'offre de soins. Pouvez-vous nous dire quels ont été les impacts de la crise Covid-19 pour vos équipes et vos patients? Bonjour Renaud. Tout d'abord merci pour cette question parce que le groupe Vive n'est pas qu'une activité d'assurance, bien au contraire, nous sommes une activité d'offre de soins sur toute la chaîne, j'ai envie de dire, puisque nous avons 13 cliniques, nous avons plusieurs dizaines d'établissements de soins de suite et de réadaptation, des établissements pour les personnes âgées, plus de 160, des établissements de santé mentale, des centres médicaux, des centres d'optique, des centres de dentaire, du transport sanitaire, de l'activité funéraire. Donc nous sommes sur le front depuis le début de l'épidémie sur l'ensemble de la chaîne. Et donc, chacune des entités a dû s'adapter avec plusieurs réponses à la crise, hein. D'abord, le fait de pouvoir accueillir des malades Covid dans les soins aigus, de pouvoir transformer nos établissements pour pouvoir accueillir plus de programmés et libérer les soins programmés des hôpitaux publics. Nous avons été bien sûr confrontés à la crise dans les établissements de soins pour personnes âgées, notamment en Île-de-France. Il a fallu faire comme les autres, ou même en avance de phase parfois, établir des nouveaux liens, des nouveaux modes de lien avec les personnes âgées à travers des tablettes. Il a fallu confiner les personnes âgées dépistées positives. Il a fallu s'adapter aussi pour pouvoir accueillir, notamment en Bretagne, des personnes Covid positives handicapées dans des centres un peu spécialisés comme à Kerpap. Et puis, nous avons aussi, à travers Harmonie Ambulance, contribué à organiser le transport sanitaire des TGV de réanimation, si je les appelle comme ça, entre l'Est de la France et les différentes villes pour décharger les hôpitaux publics. Mais du coup, ça implique combien de personnes, combien de personnel dans le groupe? Nous sommes plus de 40 000, dont les grosses parties des troupes en offre de soins, hein, plus de 30 000. Donc, effectivement, c'est une des grandes activités de ce groupe. Donc, beaucoup de personnels ont été impactés par cette crise, en sachant que, effectivement, l'épidémie ne s'est pas développée de manière homogène sur le territoire. Donc, les équipes d'Île-de-France ont été beaucoup mises à contribution vis-à-vis des malades Covid, et puis celles de l'Est de la France, bien entendu, quand d'autres ont aidé à préparer l'arrivée de la crise, et notamment dans l'Ouest de la France. Justement, ces équipes, comment ont-elles répondu à la crise? Parce qu'on sait bien que les soignants sont les premiers impactés. On commence à voir les chiffres sur le nombre de malades, le nombre de décès. Ils payent un lourd tribut. Dans vos équipes, ça se passe comment et comment ils ont réagi face à cette angoisse du quotidien, on va dire? Je pense comme tous les soignants et tous les témoignages de soignants qu'on voit régulièrement dans les reportages, hein, donc avec d'abord l'angoisse de ne pas avoir forcément eu accès aux dispositifs nécessaires pour se prévenir au début, et puis bien sûr la volonté professionnelle de pouvoir aider et prendre en charge au mieux ces patients, et puis avec, j'ai envie de dire, le professionnalisme de chacun de leur métier pour pouvoir s'organiser. Et c'est très différent entre ceux qui sont au front dans le court séjour, de ceux qui organisent les urgences en dentaire, par exemple. Donc, on a une pléthore de situations extrêmement différentes dans le groupe qui est liée à la multiplicité de nos activités, et on n'est pas différent des autres. Et comment vous avez fait pour accompagner ça au niveau du groupe, justement, cette diversité des situations? Écoutez, l'engagement des professionnels a été exemplaire, et je crois que vraiment on doit le souligner. Alors tout ça s'est organisé autour de cellules de crise qui ont permis de partager les problématiques, de partager les bonnes pratiques, de partager les organisations. Comme tout à chacun, on a dû s'adapter et on doit s'adapter au fur et à mesure de l'épidémie et on devra s'adapter à ce qu'elle va recouvrir dans les mois et peut-être années qui viennent. Donc chaque dispositif, chaque activité, chaque métier a pris sa part, et puis il y a une cellule de crise régulière du groupe qui se réunit, et notamment des différents métiers. Aujourd'hui, là, nous sommes le 24 avril. Quels sont les sujets d'inquiétude que vous avez, que ce soit pour vos équipes ou pour vos patients? Alors, bien sûr, les sujets liés à l'épidémie que l'on connaît, mais un des sujets d'inquiétude qui est majeur, c'est que, vous savez, nous, on est un offreur de soins multiples et variés. On prend en charge la santé des gens. On l'a pris en charge avant la crise, on la prend pendant la crise et on la prendra après la crise. Et ce qu'on voit, c'est un retard d'accès aux soins sur les activités, j'ai envie de dire, classiques, normales. Pour vous donner un exemple, quand on regarde d'un point de vue des prestations, c'est la moitié moins. Si on regarde, il y a 50 000 soins dentaires qui n'ont pas pu être réalisés à l'échelle de l'ensemble du groupe au mois d'avril. C'est 2300 audioprothèses qui n'ont pas pu être données ou vendues à des gens qui en avaient besoin pendant cette période-là, puisque les centres d'audioprothèses sont fermés. Donc, on voit un retard de soins qui se développe chez des malades qui auraient normalement eu recours à ces soins sans cette épidémie. Et je crois que ça, c'est un des grands enseignements. Comment demain faire en sorte que ces gens se soignent sans qu'il y ait de retard de soins et d'aggravation de leur maladie liée à ces retards de soins. Donc, c'est sans doute un des sujets les moins vus aujourd'hui qui commence un peu à sortir. Et là-dessus, on souligne, hein, on voit, on observe cette inquiétude-là de constater ce retard de recours aux soins. Donc, en tout cas, on sera là pour les accueillir dès que la situation le permettra. Oui, ça veut dire que, en fait, dans les mois qui arrivent,
L'impact va continuer à se faire sentir puisqu'il y aura toute cette gestion du non-recours qu'il va falloir rattraper, c'est ça? Exactement, exactement. Alors avec, un non-recours sur des malades qui sont suivis, dont les pathologies s'aggravent, ou un non-recours de malades qui s'ignorent, dont les diagnostics sont retardés. Aujourd'hui, avez-vous déjà assez de recul pour identifier les solutions, que ce soit de l'organisation, de pratiques médicales, qui ont été prises dans l'urgence et qui mériteraient d'être pérennisées après la crise? Le côté positif, si on peut en trouver un, de cette crise, c'est que ça a souvent accéléré des processus de changement. Est-ce que vous avez fait le même constat? Quelles sont les pistes que vous voulez explorer pour demain? Je pense que dans l'offre de soins, les équipes sont au feu et sont plutôt en adaptation, permanente qu'en bilan aujourd'hui, de ce que ça a pu apporter. Moi, j'observe en revanche à l'échelle du groupe qu'on a pu mettre en place, par exemple, des plateformes de solidarité comme Ensemble contre le Covid-19, qui s'est mis en place extrêmement rapidement et qu'on a mis en ligne et qui permet, de se tester sur le virus à partir de symptômes, qui permet, d'accéder à des services d'entraide, qui permet, d'avoir de l'information journalière autour du Covid-19. Et cette plateforme Ensemble contre le Covid-19 est un exemple de processus rapide de mise en œuvre d'un service qui sont, me semble-t-il, des bonnes pratiques que l'on pourrait en retenir. Ce que vous retenez surtout, c'est les processus en fait qui vous ont permis de réagir rapidement. Oui, en tout cas, comme si la crise avait cristallisé les énergies vers des objectifs de solidarité et je crois que c'est à cette échelle-là qu'on devra tirer les enseignements pour faire en sorte que ça puisse perdurer. Nous sommes d'abord et avant tout un acteur solidaire du monde de l'économie sociale, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, positif que de voir tout cet élan de solidarité et quand, il s'accélère et s'amplifie, je crois que c'est là où on aura beaucoup d'expériences à retenir. Vous parlez de solidarité. Le groupe VIP, c'est bien sûr aussi un groupe mutualiste. C'est l'un des plus importants en France. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité mutuelle, si vous pouvez en dire un mot? Donc l'activité, mutuelle, je suis pas forcément le mieux placé. Moi, je suis médecin de santé publique, conseiller santé du groupe, mais si je vous donne deux trois tendances, en sachant que les dirigeants de ces mutuelles seraient les mieux placés pour préciser le propos. Nous sommes des complémentaires santé dans le métier originel, mais aussi nous sommes des acteurs de la prévoyance, tant auprès des entreprises que des publics, professionnels, notamment de la fonction publique, que des individuels, hein, comme on dit dans le métier. Donc les impacts sont extrêmement différents. On a des impacts de prestations avec des baisses de prestations dans les activités de remboursement optique et dentaire. En revanche, l'activité d'hospitalisation, elle, génère beaucoup plus de prestations. Deuxièmement, l'impact économique de la crise sur notamment les entreprises, fait que, bien sûr, il y a des problématiques de cotisation qui émergent. Et puis, bien entendu, en prévoyance, il s'agit de la couverture des arrêts de travail. Entre autres, là, nous avons des impacts qui sont bien plus importants, alors en sachant que nous sommes en train de les évaluer, que les choses ne sont pas finies et qu'elles méritent d'être précisées comme je l'ai dit. Donc, des impacts multiples à divers endroits, des prestations en santé, en prévoyance, des cotisations notamment auprès des entreprises. Donc c'est, l'équilibre de tout ça qu'on a commencé à évaluer.